Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un petit épisode assez court, mais pour deux actualités vraiment importantes en astrophotographie planétaire. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous proposer un truc à faire en observation planétaire qui ne nécessite pas forcément d'avoir un télescope optimisé pour. Vous savez que vous avez des astronomes amateurs qui font des photos absolument hallucinantes. Simon Labergère, Jean-Luc Dauvergne, Jean-Paul Auger et d'autres qui font des photos absolument magnifiques. Pierre Gillet, dont vous avez eu la conférence la dernière fois, qui font des photos absolument hallucinantes. Et pour ça, c'est un télescope plutôt vraiment du gros diamètre, du miroir artisan de la haute qualité, du haut de gamme, par exemple du Takahashi ou autre. Et puis après, un montage avec Barlow, ADC, roue à filtre éventuellement, travail en mono, en couleur et tout. Alors vous n'avez pas forcément tous le matos quand vous débutez pour pouvoir faire ça. Et puis il faut apprendre à très bien collimater le télescope. Alors vous avez vu qu'on continue de travailler sur les épisodes pour la collimation. Mais donc voilà, effectivement, vous avez... Et puis il faut le ciel, il faut le seeing. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai sorti ce télescope-là, donc là j'ai mis en configuration planétaire, qui pourtant est excellent en planétaire. Souvenez-vous, j'avais fait un time-lapse de Jupiter et encore la collimation n'était pas parfaite à l'époque. J'avais du tréfoil notamment sur le miroir, donc du photostroke. On arrive à faire des super trucs, donc encore cette année on devrait faire encore mieux, mais le seeing là sur mon balcon était vraiment catastrophique ce soir-là. Il y avait du jet stream, ça tremblait de partout, c'était une catastrophe. Pourtant, il était à température, le truc. Donc, le truc que j'aimerais vous suggérer de faire, c'est l'observation des lunes de Jupiter. Les lunes de Jupiter, je trouve, sont assez fascinantes. Et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un très très fort grossissement. Si vous avez un 200 par 1000, par exemple, avec une caméra comme une ASI 120, une ASI 224, donc des pixels de 375, 378, c'est déjà suffisant. Vous avez un champ qui est quand même assez large. Et là, on peut s'amuser à photographier Bayo, Europe aussi, avec notamment ses asymptotes, Ganymède. Alors Callisto va beaucoup plus loin, puis de temps en temps passe devant ou derrière. Et là, il y a plein de choses à voir, en fait, vraiment sympa. Première chose à voir, effectivement, c'est la Lune qui passe devant, et puis la projection de l'ombre. Et donc là, déjà, ça nous va commencer à nous vriller un peu le cerveau au niveau profondeur de champ. Parce qu'on a du mal à réaliser, parce que l'orbite, elle est quasiment circulaire, bien évidemment, elle est elliptique, mais quasiment circulaire. Et en fait, on a les rayons du Soleil qui sont un peu obliques, parce qu'on n'est pas la nuit de l'opposition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'observation des asymptotes maximum, enfin des elongations maximales des lunes. Et on peut les voir qui vont au bout, puis qui reviennent, qui vont au bout, qui reviennent. Ça, moi, je trouve ça assez fascinant, parce que ça nous permet de sentir un petit peu la gravité, qui est cette réalité physique, mais qu'on a quelquefois du mal à toucher du doigt. Les autres observations que l'on peut faire éventuellement, c'est une lune qui passera derrière Jupiter, et donc qui pourra se retrouver dans le cône d'ombre et n'apparaître qu'avec un certain décalage par rapport à la planète. Donc ça, ce sont des observations qui sont très très sympas, et en fait ces derniers jours, comme c'était la pleine lune, mais que le temps était dégagé sur l'observatoire, je ne voulais pas faire de ciel profond. Voilà, la pleine lune était extrêmement dominante, extrêmement brillante, parce qu'elle est très très haute dans le ciel. Et donc en fait j'ai braqué le 300 pendant 4 nuits d'affilée sur les lunes de Jupiter, et ça donne un résultat assez fascinant de la rotation de ces lunes, etc. Et de pouvoir commencer après de proche en proche à tracer un petit peu les orbites des lunes, et moi je trouve ça assez délirant. Donc moi je ne pourrais que vous encourager à faire ça, à repérer vraiment la configuration des lunes. On peut voir la rotation de Jupiter, on peut voir la rotation des lunes autour, et commencer à essayer de toucher du doigt un peu une vue extérieure un peu d'un mini-système solaire. Et je rappelle quand même que c'est par cette observation que Galilée a pu trancher définitivement entre le modèle de Copernic et le modèle de Ptolémée. Donc observation vraiment très très sympa. Autre observation très très sympa du moment, c'est bien évidemment Mars. C'était l'opposition le jeudi 16. Et donc voilà, c'est le moment de mettre le paquet dessus, parce qu'elle est plus lointaine que les années précédentes, enfin que les oppositions précédentes, et elle sera encore plus petite les fois à venir. Donc elle est très haute dans le ciel. Par contre, on a quand même moins de diamètre apparent, donc moins de détails. Alors je peux vous montrer par exemple cette très belle photo de Jean-Paul Auger faite ces derniers jours, et franchement c'est très très beau. Et puis j'ai cru comprendre que Simon était monté à l'observatoire du Mont d'Arbois, où il y a plus d'1 mètre de neige, pour pouvoir passer quelques nuits à photographier Mars en particulier, et aussi Jupiter.
Notez qu'on peut photographier la rotation de Mars. Elle est plus lente que celle de Jupiter. Mars tourne sur elle-même en à peu près 25 heures, je crois, alors que Jupiter tourne en 10 heures, donc forcément c'est un peu plus lent. Vous pouvez faire des pauses par exemple de 2 minutes, ça passe. Et donc mettre un peu aussi en évidence son caractère sphérique. Voilà un petit peu des petites observations que je voulais vous suggérer. Donc on n'a pas besoin d'un train aussi important, on n'a pas besoin forcément d'un ADC pour le faire. Pourquoi? Parce que là on va être sur des planètes assez hautes, donc en fait on n'a pas tellement de dispersion atmosphérique. N'oubliez pas que vous avez toute la playlist sur le planétaire disponible déjà sur la chaîne, donc faites-vous plaisir, un petit peu de courage. Notez que l'on peut mettre en place bien évidemment de l'autoguidage avec Fire Capture. D'ailleurs si ça vous intéresse, je ne crois pas que j'ai fait de tuto là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi et puis je vous ferai un petit tuto là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Voilà, en fait si vous avez des questions en planétaire, dites-le moi en commentaire et puis je verrai pour vous répondre à vos différentes questions la semaine prochaine. Alors à propos de Mars, notez quand même un truc hyper important. Mars est quand même plus petite que les années précédentes. Et à titre de comparaison, voici Mars et Jupiter photographiés dans la même nuit. Et là, vous pouvez comprendre effectivement que Mars est quand même plus petite et donc qu'il y a beaucoup moins de détails à aller gratter. En tout cas, après, il faut faire parler la poudre pour le faire. À noter aussi que la Lune n'était pas très loin de Mars dans la nuit du 13 au 14. C'était la pleine lune et on n'était pas loin de l'opposition. Et donc, au petit matin, et je crois peut-être aux États-Unis, il y a eu des possibilités d'occultation de Mars. Donc, peut-être que le mois prochain, il y aura une opportunité aussi. Mais là, il faut vraiment regarder par localisation géographique, etc., à quelle heure, etc., ça va coller. S'il n'y a pas une possibilité de pouvoir faire quelque chose d'assez sympa. On se souvient il y a quelques années que Thierry Legault avait fait une espèce de survol en rase-motte de Mars au-dessus de la Lune et c'était assez fabuleux. N'oubliez pas un truc super important quand on fait du planétaire, la mise à température de l'instrument. C'est absolument fondamental, beaucoup plus en fait qu'en ciel profond. En ciel profond, on n'est pas en train de pousser le télescope dans ses derniers retranchements. Mais en planétaire, il faut vraiment le mettre à température, il faut le sortir au moins 2 heures avant. Si c'est pas 3-4 heures, en fait, il faut presque le sortir au moment du coucher du soleil, au minimum. Alors bien évidemment, on a un risque d'avoir de la buée qui va apparaître et tout ça. De la rosée qui va apparaître notamment sur le miroir secondaire, donc faites attention à ça éventuellement. Bon, là c'est un peu particulier, j'ai une structure intégralement ouverte, mais il faut absolument que le primaire soit à température parce que sinon vous avez des colonnes d'air chaud qui remontent comme ça et vous avez une convolution à l'intérieur de l'instrument qui viendra perturber vos images. Donc faites vraiment attention à ça. Voilà, je voudrais vous remercier de tout, vous souhaiter une très très bonne année, bien évidemment, et vous dire que y a encore des choses super top à prévoir sur la chaîne. Et puis pourquoi pas à un moment donné un live en planétaire avec cette bête, parce que si le signe est là, ça donne des beaux résultats. En attendant bien évidemment qu'on revienne sur une saison avec le soleil plus haut pour le remettre en configuration solaire, mais là on est en configuration planétaire. Et donc il y a de quoi se faire plaisir. Il y a aussi la collimation sur étoile, mais en fait vous l'avez déjà dans l'épisode qu'on avait fait avec Simon. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.